Ça me permettait de savoir quel personnage donc était préféré ou au contraire détesté pour savoir lesquels mettre en avant ou lesquels faire interagir avec lesquels, et cetera. Et au contraire, c'était aussi déjouer les pronostics parce que les gens font beaucoup d'hypothèses, se disent: «Ah, j'aimerais tellement que, ce personnage finisse avec tel personnage. Ah oui, mais en fait, pour, tel événement, il s'est passé ça et ça». Et du coup, ça nous oblige à penser un petit peu hors des cases et à se dire: «Donc je vais faire l'inverse». Bienvenue au Café des auteurs, le podcast pour les auteurs en herbe perdus dans la jungle des conseils contradictoires. Je m'appelle Ingrid Lemaire, je suis auteure, diplômée en écriture créative et coach sur j'écrisunroman.eu. Ma mission avec ce podcast est de te détendre, de t'inspirer et surtout de te guider pour que tu puisses écrire le livre de tes rêves et le publier grâce à des conseils concrets et bienveillants et des interventions d'auteurs inspirants. Prépare ta boisson chaude favorite, c'est l'heure de souffler un peu. Hello collègue écrivain, je suis très heureuse de te retrouver dans cet épisode du Café des auteurs un peu particulier parce que j'y reçois Yelena qui a un profil d'autrice un peu à part puisqu'elle a beaucoup écrit avec une communauté, notamment dans le milieu des blogs, etc. sur internet et ensuite sur d'autres plateformes, et je souhaitais aborder avec elle l'écriture d'un roman avec et pour une communauté de lecteurs qui font des retours au jour le jour, voire même à chaque ligne, et l'impact que cela peut avoir sur l'écriture et la confiance en soi. Mais nous y parlerons également de la publication de Yelena en maison d'édition, du virage un peu de l'auto-édition à la maison d'édition, et de sa présence sur les salons et de ses rencontres avec sa communauté. Voilà un petit peu tout le parcours de Yelena. Je te laisse avec notre épisode. Bonne écoute. Et on est avec Yelena du coup. Hello Yelena, bienvenue dans le Café des auteurs. Salut, salut! Et est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas? Eh bien, enchantée, Yelena. Donc, je suis autrice hybride, un petit peu tout terrain, plus spécialisée dans les genres de l'imaginaire, de manière générale. Donc, notamment avec une saga de fantasy que j'ai auto-éditée, une grande fanfiction Harry Potter qui n'a jamais pris de fin, et une saga de young adult fantasy antique qui va prochainement sortir en maison d'édition. Ouais. Pour commencer peut-être, comment se sont passés du coup tes débuts d'autrice? Par quoi tu as Mais commencé peut-être parmi ces projets? au tout début, alors c'était même pas un de ceux-là. Moi, j'ai commencé, fut un temps, les temps immémoriaux des internets des années 2000, sur des forums obscurs codés en HTML. Donc, j'avais à l'époque commencé par une saga de fantastique, non, low fantasy, pour être plus exact, mais autant dire que c'était des petits écrits adolescents très naïfs et bourrés de clichés. Que j'ai commencé à publier sur un forum dédié à Eragon, parce que j'étais une grosse lectrice de fantasy aussi à l'époque, et donc j'avais atterri sur un forum sur Eragon, et j'avais commencé à publier mes histoires là-bas. Et après, de fil en aiguille, j'ai commencé à publier aussi les premiers chapitres des Chroniques des Fleurs d'Opale, que je commençais à écrire en 2006. Et de fil en aiguille, après, je suis allée sur d'autres plateformes pour me diversifier et avoir de nouvelles expériences. Avant, donc il y a eu le forum d'Eragon, il y a eu surtout la grosse période Skyblog slash Skyrock, qui a pris énormément de place. Et après, j'ai atterri aussi sur les sites de fanfiction, donc fanfiction.net, harrypotterfanfiction.org, etc. Avant d'arriver à Wattpad. Alors Wattpad, j'ai commencé là-bas en 2014, mais pour moi, j'étais vraiment sur la fin de ce que je partageais sur Internet, parce que 2014, si je dis pas de bêtises, je crois que j'avais retiré les fleurs d'opale des plateformes, et je continuais à publier ma fanfiction cependant. Donc là, effectivement, elle a eu une belle vie sur Wattpad par la suite, mais c'est même pas ici qu'elle a commencé. Et du coup, sur toutes ces plateformes-là, tu écrivais chapitre par chapitre et tu avais à chaque fois les commentaires des lecteurs, lectrices? Exactement, et c'était très rigolo. Alors, c'est même pas chapitre par chapitre, parce qu'en fait, j'avais des chapitres énormes. Pour moi, les chapitres, en tout cas sur les fleurs d'opale et sur la fanfiction, c'était en moyenne 12 000 mots par chapitre. Donc, c'était des pavasses. Donc, je les divisais en plusieurs parties. Et effectivement, je les publiais en plusieurs fois après pour avoir des retours, etc. Alors, je trouve que sur Wattpad aujourd'hui, c'est beaucoup plus pratique et intuitif, surtout les commentaires interlignes où tu as des réactions beaucoup plus spontanées.
Alors qu'à l'époque, il fallait un petit peu prendre tes notes pendant que tu lisais les chapitres et tu pondais ton pavé à la fin sur le topic du forum ou sur le post Skyrock. Donc c'était aussi tout un attirail parce que tu te retrouvais avec des commentaires qui faisaient mais des pages et des pages et des pages et tu te disais mais comment je vais répondre à cette personne. C'était des expériences différentes, dirons-nous, mais en tout cas, il y avait le côté retour du lecteur qui était déjà très gratifiant et qui apportait beaucoup en termes de réflexion autour de l'intrigue après. Parce qu'on avait des réactions sur des scènes, des événements, des personnages et les lecteuristes nous apportaient leurs avis. Donc ça allait peut-être orienter notre manière d'écrire l'histoire par la suite. Et ouais, effectivement, alors avoir les réactions, je trouve déjà c'est assez puissant, je pense, parce que c'est, comme tu dis, ça peut être motivant, ça peut peut-être être démotivant. Je sais pas si toi tu as eu du coup parfois des réactions pas que tu n'attendais peut-être pas. Alors oui, des chroniques négatives, il y en a toujours. Après, l'avantage de l'écriture sur Internet, c'est que généralement, comme ça reste une lecture gratuite et accessible, les gens, si vraiment ils veulent faire une chronique négative, alors c'est pas pour te desservir, soit c'est pour t'aider, donc ça va être constructif, soit ils vont pas s'amuser à perdre leur temps pour, alors justement à l'époque Skyblog, machin, pour t'écrire un pavé pour dire que ce que t'écrivais c'était de la merde. Et il y en avait qui le faisaient, hein, mais je pense que c'était vraiment de la méchanceté. Et donc, on prenait beaucoup plus de recul par rapport à ça. Tandis que quand on passe du côté édition, donc avec un livre publié, là, on passe dans un autre système puisqu'il y a un côté financier, donc le lecteur attend un peu un retour sur investissement. T'as vendu un livre, c'est un objet, c'est une marchandise, donc évidemment, là, t'es plus exposé à des retours négatifs ou mitigés, pas forcément constructifs, parce que bah, ces retours-là sont pas voués à faire en sorte que l'œuvre s'améliore. Et donc, voilà, on passe vraiment d'un système à l'autre. Et effectivement, au sujet de l'auto-édition, on en parlera, je pense, un peu plus tard, parce qu'il y a beaucoup à dire là-dessus. Mais au niveau toujours de l'écriture en ligne, donc effectivement où on échange avec les lecteurs, est-ce que ça t'a amené vraiment à écrire différemment, à changer peut-être d'avis, d'idée, d'avoir ces retours-là? Pas forcément complètement de changer d'idée parce que j'avais toujours ma trame principale que je gardais en tête. Mais après, moi, dans mon processus d'écriture, je me laisse toujours une certaine marge d'improvisation. Et donc, ça me permettait d'exploiter justement un petit peu ce terrain en jachère que je me disais, bon, je sais pas ce que je vais en faire, mais on laisse ça tranquille. Et au moment venu, on l'exploitera de la bonne manière. Ça me permettait de savoir quels personnages donc étaient préférés ou au contraire détestés pour savoir lesquels mettre en avant ou lesquels faire interagir avec lesquels, etc. Et au contraire, c'était aussi déjouer les pronostics parce que les gens font beaucoup d'hypothèses, se disent ah, j'aimerais tellement que ce personnage finisse avec tel personnage. Ah oui, mais en fait, pour tel événement, il s'est passé ça et ça. Et du coup, ça nous oblige à penser un petit peu hors des cases et à se dire donc je vais faire l'inverse. Comme ça, je paraîtrai absolument pas prévisible, parce que si je prends leur direction ou quoi, ce serait dommage aussi. Donc, parfois, ça permet de les surprendre encore plus. Et de manière générale, recevoir des avis comme ça un peu au fil de l'eau alors qu'on écrit, je sais que ça conviendrait pas à tous les types d'auteurs. Je pense notamment à Aurélie Wellenstein qui sur le podcast nous disait qu'elle préférait écrire la porte fermée et une fois le livre terminé, on va dire ouvrir la porte. Est-ce que toi, ça t'a peut-être aussi donné confiance du coup d'avoir ces retours au fil de l'eau? Oui et non. Alors oui, dans le sens effectivement, ça apporte de la reconnaissance à ton travail, dans le sens où tu te sens pas tout à fait seul en fait, sachant que c'est un processus très très long l'écriture, c'est pas une passion commune dans le sens où les résultats tu l'as très tard par rapport au début et au commencement, donc c'est un investissement de temps et d'énergie où tu tu te démotives très vite. Donc, le côté retour chapitre par chapitre te permet au moins de tenir sur la longueur et de continuer à te motiver petit à petit. En revanche, donc là, j'ai fait l'expérience avec le livre que je vais éditer l'année prochaine, où là, par contre, justement, je n'ai pas pu partager l'histoire sur les réseaux ou avec mes lectrices. Et c'était une toute nouvelle expérience. Alors, c'était très intéressant parce que ça m'a permis vraiment de me faire confiance à moi et de me dire, bon, allez, tu fonces, tu fais les idées comme tu penses qu'elles sont bonnes. Et
finalement, j'ai été extrêmement rapide sur l'écriture puisque je l'ai terminé en 5 mois. Mais en même temps, c'est un petit peu le saut dans le vide et ça fait peur parce que on sait pas si on va dans la bonne direction, on sait pas si on investit les bons personnages dans le sens où on se dit: «Ah oui, celui-là, je l'aime beaucoup, donc je le mets en avant», mais ça se trouve, les lecteuristes vont le détester, donc est-ce que c'était le bon plan aussi? Voilà, c'est un petit peu on avance à tâtons. Donc heureusement, sur ce coup, j'ai réussi à être entourée d'une super, équipe de bêta lectrices et après pour le tome 2, j'ai une lectrice qui est vraiment restée pour, me faire les retours chapitre par chapitre. Donc là-dessus, ça me permettait vraiment d'avoir un petit fil qui me guidait. Parce que même si j'écrivais tout d'un coup, c'était juste pour me dire: «C'est bon, tu prends la bonne direction, vas-y, continue, fonce, tu te plantes pas». Et après, du coup, l'expérience maison d'édition et l'expérience plutôt réseau interactive, etc., t'as une préférence? Oh, c'est très différent. Ça n'a absolument rien à voir. Disons que, sur le côté réseau, tu as tout l'aspect plus, participatif. Donc en fait, chacun y va de sa petite patte, mais voilà, de manière très spontanée, à te dire: «Ah pourquoi tu» voilà, c'est vraiment des petits détails par détail, ce qui demande énormément d'énergie et de temps pour tout récupérer et tout processer toi-même, on va dire ça comme ça, pour corriger par la suite. Alors qu'en maison d'édition, j'ai vraiment été accompagnée, donc j'avais vraiment une personne dédiée à ça. J'avais une préparatrice de copie et après mes éditrices, donc une préparatrice de copie qui m'a vraiment décortiqué le texte, qui m'a accompagnée sur le synopsis, sur toutes les scènes, sur pourquoi tu ferais pas ci comme ça, pourquoi tu as décidé ça, etc. Donc elle, c'est son job. Et j'ai senti que c'était vraiment très professionnel, très pointé, très poussé, très ciblé, et donc ça m'a permis d'être très efficace. C'est vrai qu'on a... Je pense que les résultats, au final, sont globalement les mêmes, mais le temps que tu y mets n'est pas identique, par contre. C'est vrai qu'avec la maison d'édition, bah, c'est professionnel, donc pof, on sait où on va, on sait en combien de temps, quel deadline, et voilà. Cet accompagnement-là avec la maison d'édition était dès l'écriture du premier jet. Non, c'était après, parce que le contrat a été signé seulement à la fin du premier jet. Il a fallu quand même que la maison d'édition accepte le manuscrit. Donc, j'ai pas pu bénéficier de cet accompagnement pour le premier. Cependant, pour le deuxième, au contraire, là, alors j'avais commencé à écrire le deuxième avant même l'écriture du contrat, mais comme j'avais signé le contrat pour les deux premiers tomes, donc du coup, la préparatrice de copie qui avait travaillé sur le 1, dès le départ, elle a dit on travaille les deux ensemble. On fait le tome 1 et le tome 2. Ça nous permet d'être beaucoup plus pertinent, beaucoup plus cohérent. Et donc, dès qu'on a signé le contrat, qu'elle avait terminé de bosser le tome 1 de son côté, elle m'a dit tu m'envoies un synopsis du tome 2, on décortique tout ça et on voit si c'est dans nos cordes et si c'est cohérent. Donc toi, t'écris pas à la porte fermée, quoi. C'est pas trop ton style. Là-dessus, non. Mais je comprends tout à fait les gens qui font la porte fermée. Mais de mon côté, c'est vrai que j'ai besoin un petit peu d'être rassurée et d'être accompagnée. Même si je suis extrêmement têtue. Donc, c'est-à-dire que ma prof préparatrice de copie, qui est adorable, je l'aime de tout mon cœur, elle a fait un travail exceptionnel et on s'entend très bien. Mais elle me disait, moi je préférais que ça soit ça, et puis l'éditrice, elle serait d'accord. Non, moi je fais comme ça, parce que je l'ai décidé comme ça. Et tu me fais confiance, je vais l'écrire et tu vas voir, ça va bien marcher. Et au final, comme il y a eu cette relation de confiance, elle m'a dit, bah oui, t'as fait le bon choix. Au final, ça fonctionne comme ça et t'as réussi à nous surprendre. Donc, c'est à la fois faire des concessions, mais ne pas oublier le caractère professionnel des choses. Et l'éditeur, enfin dans le cas d'un projet en maison d'édition, il y a un peu une équipe qui est là pour t'aider. Dans le cas des réseaux sociaux, il y a toute une communauté qui peut se créer. C'est le cas de la tienne qui est quand même plutôt engagée. Comment on écrit quand il y a une communauté qui nous attend aussi? Est-ce que ça peut donner des moments de doute ou d'inquiétude de se dire est-ce qu'ils vont bien réagir Oui et non, parce que bon, j'ai eu de la chance d'avoir une communauté qui m'a largement fait confiance, même dans mes choix les plus délirants. Donc, je pense qu'au contraire, parfois, la prise de risque est appréciée et le côté surprise aussi. Je pense que faire du réchauffé parce que le premier a bien marché, c'est pas forcément une bonne idée. Euh, Alors qu'au contraire, se renouveler et montrer qu'on peut performer dans plusieurs genres, dans plusieurs styles et dans plusieurs expériences littéraires, ça permet de rebondir
et de vivre plus longtemps en tant qu'auteuriste, et puis même de nous de prendre du plaisir, parce que honnêtement, écrire le même bouquin avec les mêmes tropes ou les mêmes genres de personnages, à la fin on se lasserait. Alors que moi je recherche aussi des expériences différentes, etc. Alors, comme je suis assez active avec ma communauté, j'essaie aussi de faire en sorte d'être vraiment très à l'écoute de ce qui se dit, de ce qui s'échange, des retours ou des manques qui se font dans l'édition ou dans la littérature actuellement. Donc, par exemple, tout ce qui est question de représentation ou de diversité, question d'éducation à l'écriture et à certains emplois de mots, écriture inclusive, etc. Tout en restant en accord avec ses valeurs, mais sans oublier cet aspect-là, parce que on a envie de faire en sorte que toute la communauté se retrouve dans l'écriture, et pas forcément de juste faire un copier-coller de ce qui a marché et sans se remettre en question. Je pense que c'est ça, c'est surtout de ne pas pouvoir se remettre en question. On évolue en tant qu'auteuriste et c'est tout à fait normal, bah, les années passent, on n'est pas la même personne, notre style change, mais notre manière d'appréhender le monde également. Et par exemple, un auteur qui hésiterait un petit peu à se lancer, je pense notamment à Wattpad, parce que c'est une des plateformes les plus populaires, il aurait peut-être peur de cet aspect un peu... on a en tête aussi le côté un peu commentaire négatif qui va nous miner notre confiance, qui est si fragile en tant qu'auteur. Qu'est-ce que tu lui dirais pour le rassurer? Finalement, on se fait une vision très pessimiste du monde souvent, et en fait, les gens sont gentils. C'est vraiment quelque chose dont on se rend compte quand on fait bah, justement des salons, ou que on se livre un peu plus nous-mêmes sur les réseaux sociaux, c'est qu'on se rend compte que les gens, ils sont gentils, et que quand on lit un lien d'empathie avec sa communauté et son lectorat, on a des retours là-dessus. Et les gens seront prêts à nous porter, et au final, ça vaudra largement plus que n'importe quel commentaire négatif d'une personne lambda qui a pas pris le temps d'essayer d'aller plus loin, quoi. Ça, je pense que ça rassurera beaucoup les personnes qui hésitent un petit peu. Il y a également le C'est ça. côté réseau social aussi, où la même question se pose un petit peu, hein, comment on va parler de notre livre sur les réseaux sociaux, etc. Et je suppose que toi, tu étais un petit peu aguerri par rapport à ça. Je pense notamment à Instagram, par exemple. Bon, je sais pas si c'est le réseau où t'es la plus présente, mais... Ouais, bon, j'ai commencé avec Facebook, hein, mais Facebook c'est moribond maintenant, hein, sans langue. Donc là, je suis surtout sur Instagram, c'est là où je suis la plus active, parce que je trouve que c'est là où il y a le plus d'échanges. Mine de rien, il y a quelque chose qui me manque énormément, ça va être tout ce qui va être analyse de texte, enfin auto-analyse de texte qu'on pouvait faire sur les blogs ou quand on avait des sites Weebly et autres, où on pouvait vraiment beaucoup plus échanger sous le sous-texte, et que là, Instagram a des formats très très réduits. Donc on est très vite limité dans l'échange. Ça reste voilà, plus anecdotique, plus spontané, plus voilà, les petites pas tweets, mais petits messages. Coucou, super, comment ça va, machin, génial, j'ai hâte. Voilà. Donc c'est pour ça, là, je suis en train de créer un nouveau site internet pour pouvoir essayer de retrouver cet aspect article que je vais pouvoir essayer de rembobiner. Parce que je trouve que c'est hyper important, et je pense que ça donne aussi beaucoup de billes et d'outils, alors que ce soit aux lecteuristes, mais aussi aux auteuristes, parce que il y a cet aspect hyper intéressant qu'on nous enseigne à l'école, mais sur lequel on passe très vite parce que ça nous fait chier à l'époque. C'est le côté, bah, justement, analyse de texte, comprendre comment il a été construit, avec quelle sonorité, quelle figure de forme, etc. Figure de style. Euh, je suis trop formatée. Donc, oui, les articles, ça nous permet justement et à la fois de s'auto-analyser, de comprendre où est-ce que nous on a voulu aller, et donc d'avoir le sous-texte du livre, ce qui est parfois encore plus intéressant que le livre en lui-même, et de donner les outils aux auteurs qui vont se dire ah ouais, j'ai compris comment elle a fait, donc peut-être que si je transpose moi cette méthode dans mon roman, je peux peut-être arriver à bidouiller autre chose. Donc en fait, ça reste un échange de bons procédés, et qui permet à chacun de progresser. Et t'avais un blog, du coup, toi, où tu partageais un petit peu ton processus d'écriture, parce que Oui, tu as parlé de Skyblog pour publier des ouais. textes, mais tu partageais aussi comment t'avais pensé les textes, etc. Alors, c'est ça. Alors, j'avais le blog des fleurs d'opale, donc j'avais tous les chapitres en ligne. Et après, j'avais tout ce qui était bah, justement construction de personnages, interview des personnages. J'avais fait un article sur si les personnages étaient dans telle situation, donc j'avais mis plein de situations différentes et je montrais la manière de réagir de chacun, etc. Enfin, j'avais vraiment plein d'articles de ce genre-là. Et en parallèle, j'avais fondé avec Olivia Gomez l'association Génération Écriture. Donc où là, on s'était vraiment spécialisé dans la rédaction d'articles
cycle d'aide à l'écriture. Donc ça regroupait que ce soit des fiches de vocabulaire, comment construire une carte en fantaisie, la médecine au Moyen-Âge, enfin des trucs très divers et variés. Et on avait regroupé ça donc avec l'équipe suivante dans un codex d'aide qui faisait 300 pages. Alors les articles sont plus tout à fait d'actualité, hein, parce qu'il a été posté en 2012, non, je dis n'importe quoi, 2014 ou 2013. Bon, bref, le truc a plus de 10 ans, presque 10 ans, et donc il est plus tout à fait à jour. Après, il est quand même bien utile pour justement avoir quelques sources, mais c'était important pour nous vraiment de partager notre expérience et de compiler tout ça pour un libre accès à toutes les personnes qui souhaitaient elles-mêmes s'essayer. C'était un peu le retour à la communauté de ce qu'elle t'avait apporté, peut-être? Peut-être. Après, c'est vrai que on a, en tant qu'autoriste, surtout quand on sévit sur les réseaux sociaux, beaucoup de questions qui reviennent en MP ou de demandes d'aide, etc. Et on n'a pas le temps de faire du coaching individuel. Donc, on essaie de renvoyer vers ce genre de site ou de système qui permet aux gens d'aller piocher leurs propres ressources. Oh oui, je confirme tout à fait pour les questions qui reviennent quotidiennement, plusieurs fois par jour, par Voilà, semaine. c'est ça. Euh, pour changer un petit peu d'univers, moi je t'ai rencontré en salon et j'ai cru comprendre que tu en faisais Mhm. pas mal. Est-ce que Oui. c'est un choix de ta part pour rencontrer peut-être ces personnes virtuelles plutôt en physique ou est-ce qu'il y a d'autres motivations à ça? Oui, alors les salons, je les ai connus justement quand j'étais avec l'association Génération Écriture, parce que donc avant de publier, donc j'étais à la tête de cette association et qu'on amenait à plusieurs endroits de France, donc on faisait des salons déjà à l'époque. Donc je connaissais déjà bien l'univers des salons, mais j'ai rencontré beaucoup d'éditeuristes, de lecteuristes, etc. Et j'ai tout de suite beaucoup aimé cette ambiance. Et je me suis beaucoup projetée moi-même en tant qu'autrice en me disant, bah, le jour où je publierai un livre, j'ai envie d'être ici. J'ai envie de présenter mon livre, j'ai envie de rencontrer des gens et des passionnés. Donc, en fait, la question s'est pas trop posée longtemps dès que le livre est paru. En fait, même avant que le livre paraisse, j'avais déjà contacté des salons pour pouvoir exposer à la prochaine édition. Et alors, ton premier salon, par exemple, après autant d'années en virtuel, est-ce que tu as peut-être un moment à partager avec nous? Sur le tout premier salon, alors, le premier salon, c'était assez rigolo parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc j'ai une amie, Blaine Guillou, qui a édité chez Hachette Romance, du coup, qui avait décidé de fonder un salon en région parisienne qui, malheureusement, n'a fait qu'une seule édition. Mais elle m'avait demandé à l'époque, comme ça sortait vraiment pile poil en même temps que le roman, elle m'a dit, est-ce que tu pourrais faire en sorte que bah, donc les fleurs d'opale sortent un peu en même temps et d'être un petit peu notre invité d'honneur pour pouvoir attirer du monde. Donc j'avais accepté avec grand plaisir. Le salon n'avait pas amené beaucoup de visiteurs, malheureusement, mais toujours de très belles rencontres et des gens qui justement étaient venus exprès parce que c'était la sortie de mon livre. Et notamment, j'ai eu une personne malentendante que je ne connaissais absolument pas, qui a traversé la salle comme une fusée, qui a pris le livre et qui a essayé de m'expliquer en fait qu'elle était vraiment fan et qu'elle le voulait. Donc ça m'a fait super plaisir voilà, d'avoir un petit peu ce côté finalement lectorat que je ne connais pas, mais qui eux me connaissent et qui sont vraiment très très heureux d'avoir enfin l'objet livre dans leurs mains, quoi. Ça, c'était vraiment pour le tout premier salon que j'avais fait avec les fleurs d'opale, ouais. Et aujourd'hui, les salons, tu en fais combien par an, par exemple? Là, maintenant, j'en fais beaucoup moins. La première année, donc en 2017-2018, j'en faisais beaucoup. Novembre 2017, je crois que j'en ai fait 4 en un mois. Donc, c'était énorme. Là, aujourd'hui, j'ai vraiment fait une sélection pour ne garder que là où je vendais le plus et là où je me sentais le mieux. Donc, je dirais que avec les... Alors, c'est compliqué de compter parce que on a été très impacté par le Covid en 2020-2021, donc beaucoup d'annulations. Et là, même cette année, tu vois, je ne peux pas te donner un nombre parce qu'il y a des salons que je vais faire en tant qu'indépendante et des salons que je vais faire en tant qu'autrice sous bannière de maison d'édition. Donc, c'est pas la même chose parce que c'est pas moi qui suis en charge de l'organisation et de la logistique derrière mon arrivée dans un salon.
Mais sinon, ouais, j'en fais, allez, je dirais 5-6 par an maintenant, à peu près. Parce que c'est quand même assez chronophage, j'imagine, du point de vue. Alors, je pense plutôt au salon que tu fais en tant qu'indépendante, de l'organisation, de la logistique, etc. Et puis aussi, pour t'avoir vu en salon, toi, tu as un sacré stand, tu as plusieurs livres, tu as également des objets autour de ton univers. Comment ça s'est construit, enfin, un peu ta présence en salon finalement? Bah, petit à petit, après, on s'est aussi beaucoup reposé sur tous les goodies que nous a apporté la campagne Ulule, parce que je suis passée par une campagne Ulule pour le financement du premier livre. Donc dès le départ, il y a eu beaucoup de petits à côté que je pouvais donner ou vendre sur stand. Mais après, ça a toujours été un petit peu mon kiff de faire un joli stand bien fourni pour attirer le chaland, même juste pour la discussion, hein, juste pour le plaisir de la rencontre. Bon, malheureusement, ça m'a obligée à investir dans une nouvelle voiture. Hein. 2020, j'ai changé de gabarit pour passer à beaucoup plus gros. Euh, donc, effectivement, ça demande beaucoup de logistique, mais je suis très contente de pouvoir proposer tous ces à côté parce que c'est vraiment ce qui montre l'univers et l'ambiance du livre. C'est-à-dire un petit peu ouais, les visuels graphiques, un petit peu un avant-première, enfin, un aperçu des personnages, et pouvoir être accessible à des gens qui vont pas forcément soit se reconnaître dans le livre ou dans le thème, etc. Mais juste de se dire, ah bah j'aime beaucoup cette carte personnage, je vous la prends, je l'accrocherai dans ma chambre, ou un petit marque-page, ah bah je le ferai marrer à ma grand-mère. Voilà, le côté, voilà, ma passion de l'écriture va au-delà de juste l'histoire. Qui se partage entre passionnés, mais qui va aussi toucher plein d'autres gens et faire des heureux. C'est un peu une porte d'entrée en fait vers ton univers à toi, je trouve. En tout cas, comment toi tu le vois. C'est ça, c'est un peu ça, une porte d'entrée. Puis le fait est que les salons, bah alors maintenant je fais que des salons d'imaginaire surtout, parce que c'est là où ça marche le mieux, mais d'avoir des gens qui reviennent année après année, pas forcément en achetant, hein, mais juste la première fois, ils nous voient, ils font bonjour, puis la deuxième fois, mais je vous ai déjà vu en salon, vous, la dernière fois, et puis la troisième fois, hop, ils papotent un peu plus, ah oui, donc ce salon, il s'était passé ça. Bref, et à la fin, peut-être parfois ils repartent avec un livre, mais c'est toujours aussi voilà, le plaisir de retrouver des têtes connues. Alors du coup, on a parlé des salons, de ta communauté, tu as déjà partagé quelques petites anecdotes, mais est-ce que tu aurais peut-être ouais, un moment mémorable ou qui représente un petit peu ce que c'est d'écrire avec une communauté? Je pense notamment aux auteurs qui hésitent justement à se lancer, qui se représentent pas forcément très bien. Voilà, j'en ai eu plein des anecdotes avec ma communauté, enfin les petits cadeaux apportés, les petites attentions, des cosplays, des choses comme ça. Mais le plus gros moment où vraiment l'aspect communauté qui a pris une proportion énorme, c'était justement à l'automne 2017. Je passais une passe pas super agréable. Et en fait, plusieurs personnes de ma communauté avaient pris l'initiative de monter une cagnotte avec toute la communauté pour m'offrir une box cadeau, donc vraiment une box, une boîte, qu'ils avaient rempli d'objets après divers et variés pour un petit peu self-care. Donc j'avais une bouillotte, un mug Harry Potter, j'avais plein de créations de tous les fans. Ils m'avaient donné une clé USB en forme de rose où dedans ils avaient compilé plein de dessins scannés, de petits textes, de petits mots, voilà, ils fait plein de choses. Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Bon, ils avaient vraiment mis plein de trucs, hein. La boîte était énorme. Et un bouquet de roses aussi. Et donc, ils s'étaient pointés, vraiment. Ils étaient combien au stand? Je sais plus. Ils étaient venus à 5-6, je crois, pour m'offrir le cadeau. Et puis, en parallèle, ils avaient diffusé le live. Bon, à l'époque, c'était sur Facebook. Donc, il y avait toute la communauté derrière qui avait interagi pour me dire que, bah voilà, ils étaient présents, même s'ils étaient loin, et qu'ils étaient heureux de me voir en salon. Et que, voilà, ils voulaient que je sache que j'étais pas seule. Donc, voilà, là-dessus. C'était vraiment un moment très très fort en émotion. Ah ouais, j'imagine clairement, pour l'avoir Mm. expérimenté à toute petite échelle, alors là, ça devait vraiment être quelque chose. Ah ouais, c'était fou. On a parlé assez rapidement de tes choix d'édition, parce qu'effectivement, donc tu as commencé par l'auto-édition, et là, ton dernier projet, c'est en maison d'édition, c'est ça? Mhm.
Est-ce qu'il y a une raison à ces différents choix? Je pense notamment au fait de choisir l'auto-édition à la base. Alors, j'ai commencé par l'auto-édition parce que je voulais vraiment garder le contrôle de mon histoire, même si justement, en fait, le fait de faire les salons avec Génération Écriture, j'avais eu des réseaux avec des éditeuristes qui étaient intéressés pour mon manuscrit, mais j'étais très réticente à cette idée parce que c'était un livre que j'estimais très personnel, parce que c'est celui qui a fait la phase entre mon adolescence et ma vie de jeune adulte. Et comme je connaissais un petit peu les coulisses de l'édition, je savais que forcément il y allait avoir beaucoup de passages coupés, parce que c'est un gros livre, et quand on est primotrice, donc c'est-à-dire autrice débutante, pardon, en tout cas dans le milieu de l'édition, les éditeurs sont très frileux d'aller publier un inconnu au bataillon avec une série de fantasy qui fait 4 tomes, avec des volumes énormes. Donc, il y allait avoir de la casse. J'avais pas forcément envie de ça, premièrement. Deuxièmement, comme je l'ai dit précédemment, j'avais à cœur de garder ma patte sur l'univers. Donc de me dire, si j'ai envie de vendre une carte, je veux vendre une carte. Si j'ai envie de faire des bougies, j'ai envie de faire des bougies. Si j'ai envie de faire des marque-pages comme ça, je veux faire des marque-pages comme ça. Donc c'était vraiment aussi de garder tous mes droits sur le côté merchandising et univers visuel, de pouvoir commander des illustrations si je le voulais, etc. etc. Donc, comme j'avais une communauté, j'ai pu avoir ce privilège de me dire, je peux me lancer, je saute pas dans le vide non plus. Donc, on est passé par la campagne Ulule à l'époque en 2016 euh, pour financer le premier tome de la saga. Et puis après, par la suite, on est passé par un système de précommande pour le 2.1 et une dernière campagne Ulule pour le 2.2 qui a été fulgurante et en dehors de toute attente. Euh, donc, c'était le bon choix. Et au final, c'était même le meilleur choix parce que j'ai eu une période, bah, justement, c'était peu avant de lancer la campagne du dernier tome, où je me posais beaucoup de questions parce que j'avais l'impression de faire un petit peu du surplace. Donc, ça faisait 4 ans que le premier tome était publié. Et je voyais beaucoup d'amis auteuristes qui, eux, commençaient à se faire un nom dans le milieu, etc. Et je me disais, je suis un peu déçue. Est-ce que vraiment j'ai fait le bon choix? Euh, est-ce que j'avance pas? Est-ce que j'arriverai vraiment à me faire reconnaître un jour pour ma passion de l'écriture en dehors juste de ce libellé fleur d'opale dont j'arriverai pas forcément à me détacher, etc. Et du coup, le hasard a fait que, non, c'est pas le hasard, mais j'ai reçu un mail quelques semaines plus tard, je crois que c'était 2 semaines plus tard, des éditions Hachette Roman qui étaient intéressées pour avoir un manuscrit de ma part. Donc en fait, j'ai été démarchée par des éditeuristes justement parce que l'auto-édition avait bien réussi pour moi et que le lectorat était là. Donc, en fait, d'être autrice indépendante, ce n'est pas... Justement, on a tendance à croire que l'auto-édition, c'est vraiment un peu le fond de l'allée, l'impasse, tu vas là-bas, et de toute façon, tu y es arrivé parce que tu n'avais pas trop le choix. Les gens voulaient pas de toi, donc t'en finis à publier toi-même tes livres, alors que c'est pas le cas, c'est un choix que tu prends par toi-même, qui est mûrement réfléchi en fonction des projets que tu veux. Et au final, non, moi, ça m'a permis justement de rebondir et d'être reconnue par des maisons d'édition et par une maison d'édition, donc qui m'a permis après justement de publier le roman qui va bientôt sortir. Donc voilà, c'est pas moi qui ai initié le choix de vouloir être en maison d'édition absolument, mais concours de circonstances a fait que c'est arrivé beaucoup plus rapidement que prévu. Et merci pour ce rappel sur l'auto-édition que encore trop de personnes voient comme tu le dis, un peu la catégorie en dessous où en fait on n'a pas réussi à être édité. Non, aujourd'hui et de plus en plus quand même, je trouve, on a un peu une prise de conscience qu'en fait il y a des auteurs très talentueux qui font ce choix de manière mûrement réfléchie comme toi, en pesant le pour et le contre des différents aspects. Il y a des côtés négatifs et positifs dans les deux cas. Et du coup, à propos de ce roman qui va bientôt sortir, est-ce que tu pourrais nous le présenter pour nous donner un petit peu envie de le lire? Oui, alors c'est un roman enfin, young adulte, donc qui présente des adolescents. Et en fait, ça se passe dans un monde qui s'inspire beaucoup de l'ambiance gréco-romaine. Donc là, monde antique, mais avec de la magie, qui est représentée par ce qu'on appelle la lumière.
et en fait, la lumière ne touche pas les individus de la même manière, donc il y a des personnes qui sont beaucoup plus touchées par la lumière, d'autres beaucoup moins, et celles qui sont trop touchées par la lumière développent des pouvoirs magiques, ce qu'on appelle des dons. Sauf que les gens sont très méfiants, et donc on enferme ces personnes-là dans des établissements, et que la magie de ces jeunes gens devient une marchandise. Les gens peuvent louer des pouvoirs. Bon. Et quand les personnes ont 18 ans, elles sont obligées de se marier parce que le mariage est le seul sacrement duquel on peut se séparer de sa lumière et donc de se débarrasser de son don et de redevenir libre. Et donc, c'est l'histoire de trois jeunes de cet établissement magique dans la capitale du royaume d'argent qui se retrouvent un peu du jour au lendemain embarqués dans une mission pour laquelle on les a engagés, où on leur annonce de pied de go, on leur dit bon, les gars, il va falloir que l'on kidnappe le fiancé de la princesse la veille du mariage royal. Ça donne envie en tout cas de découvrir l'univers qui est du coup complètement différent des Fleurs d'Opale. J'ai l'impression c'était un petit peu Rien à voir. ouais voilà un souhait de faire une belle rupture ou D'explorer d'autres choses. Comme je te le disais, moi, j'aime pas du tout rester sur des acquis et des connus. Donc, ça a été assez naturel pour moi de me dire, j'ai envie de me projeter. Alors, je reste dans la fantasy parce que c'est vraiment mon genre doudou. Mais je voulais me rapprocher d'une autre époque que j'appréciais beaucoup, qui est l'époque de l'Antiquité, et d'avoir cette ambiance très méditerranéenne. Donc je me suis dit, allez go, on se lance là-dedans, ça va nous changer et nous faire du bien. Et effectivement, ça a été une écriture très doudou et très rapide, puisque j'ai fini le premier tome en 5 mois. Ah oui, effectivement, c'est plutôt rapide hein, en comparaison avec d'autres durées d'écriture qu'on peut connaître dans l'imaginaire. Oui. Après, je suis très 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 rapide en termes d'écriture, donc moi j'ai tendance surtout à faire des grosses pavasses. Et là, finalement, c'est un roman qui est très court. Enfin, très court. Il fait 100 000 mots, je crois, 110 000, quelque chose comme ça. Donc, ce qui pour moi est extrêmement court. Pour d'autres, c'est un roman normal. Mais quand à côté, j'ai écrit une fanfiction qui fait 1,5 million de mots, non, 100 000 mots, c'est très court. Effectivement, vu comme ça. Et du coup, ton roman sort en mars, c'est ça? Le 15 mars 2023, c'est ça, chez Hachette Roman. Ben, on ira le découvrir avec grand plaisir, clairement. Alors c'est vrai que dans la catégorie exploration de différents univers, tu as aussi exploré l'univers de la fanfiction. Alors tu nous as parlé d'Eragon, je sais qu'il y avait une fanfiction Harry Potter aussi. C'est effectivement le côté se plonger dans tous ces univers-là qui a lancé cette idée d'écrire des fanfictions, qui est quand même pas banale. Pas du tout. Pas du tout. Alors en fait, quand j'ai commencé à explorer les internets au début des années 2000, les fanfictions se faisaient beaucoup. Alors c'était Harry Potter, il y avait aussi Tokyo Hotel à l'époque. Euh, il y a eu des fanfictions Star Wars. Là, les plus jeunes d'entre nous ne connaissent pas Tokyo Hotel. En tout cas, à certains, ça leur fera un petit voyage dans le temps. Voilà. Il n'y a jamais eu autant d'Allemands LV2 après. Hein. Et donc, non, c'était pas du tout pour ça que j'avais fait une fanfiction. C'est venu bien après, hein, c'est venu en 2012, donc j'écrivais déjà depuis 6 ans à l'époque. Et c'était plus le côté que les fanfictions étaient vraiment considérées comme des rebuts de l'écriture sur Internet, en mode les fanfictions, c'est forcément de la merde, c'est des gens qui n'ont pas d'imagination et qui ont besoin de pomper l'univers des autres pour écrire leurs propres histoires. Donc à l'époque, sur Skyblog, il y avait ce qu'on appelle des répertoires, c'était des blogs qui s'occupaient de répertorier toutes les histoires qu'il y avait sur Internet, parfois d'en faire une petite critique pour donner envie, etc. Enfin, c'était le bookstagram d'avant, quoi. Et il y avait beaucoup de répertoires qui, d'office, refusaient les fanfictions en disant c'est de la merde, on les prend pas, ça vaut pas la peine. Et donc j'ai décidé d'aller à contre-courant pour prouver le contraire et dire non, on peut faire des fanfictions qui sont de bonne qualité, qui sont recherchées, etc. C'est pas pour autant que ce sont des sous-récits. Et donc je me suis lancée dans une fanfiction qui aujourd'hui est plus long que la saga Harry Potter dans son entier, donc au final le pari a été réussi. Voilà, je suis allée un peu plus loin que prévu, hein, parce qu'au départ je suis juste partie de je peux te prouver que c'est moi qui ai raison et pas toi. Donc c'était même pas une envie de... Enfin, si, j'étais très attachée à cet univers, mais j'avais aussi
J'en avais aussi analysé toutes les limites et je voulais les repousser, donc faire un petit peu l'univers à ma sauce avec que des nouveaux personnages, parce que c'est une fanfiction qui ne réutilise pas de personnages d'Harry Potter, qui fait vraiment une nouvelle génération, mais qui reprend l'univers et toutes ses ombres, parce qu'il y a beaucoup d'ombres dans l'univers d'Harry Potter, donc justement d'aller explorer à droite à gauche pour s'approprier ces zones d'ombre. Et effectivement, c'est assez beau de dire que tu as dépassé la longueur de la saga. L'année dernière, je me suis dit, j'étais dans la période où j'avais envoyé mon manuscrit à Hachette et puis j'attendais le fameux oui, et j'étais tellement stressée qu'il fallait absolument que je me sorte ces pensées de ma tête, et donc je me suis dit, je vais écrire la suite. Donc déjà, le truc, il fait 8 parties, il est énorme, et je vais me dire, je vais écrire la suite. Donc en fait, la fanfiction en elle-même est terminée, mais voilà, je me suis dit, je vais commencer la suite, et sachant que la fanfiction a elle-même plein de textes parallèles et d'autres histoires en synchro avec d'autres personnages au centre d'histoire, tout ça, donc... Quand tu as écrit cette fanfiction, tu écrivais d'autres projets, type Les Fleurs d'Opale, en même temps. Enfin, comment tu as jonglé entre ces différents univers? Je faisais les deux en parallèle. C'était vraiment au feeling. Les soirs où je savais que j'avais le temps, je me mettais sur Les Fleurs d'Opale parce que c'était un, un livre qui me demandait beaucoup d'introspection, dans le sens où je devais vraiment me poser et me dire, ok, je peux me mettre à la place du personnage, je me mets dans ses pensées, et hop, on y va, et on écrit, parce qu'en plus les phrases sont beaucoup plus poussées et recherchées dans Les Fleurs d'Opale, plus le côté première personne, alors que la fanfiction Harry Potter, c'était vraiment du gros délire. Si j'avais 5 minutes, allez hop, on se fait une page. J'ai fait, combien, je crois que j'ai fait 5 ou 6 NaNoWriMo dessus. Alors là, c'est vraiment de l'écriture, on fonce, c'est juste de l'écriture pour se faire plaisir, mais sans se casser la tête, quoi. Ouais, ça me fait penser à Célia Flo qui dit dans un des épisodes précédents elle écrit un peu en faisant le premier jet du projet 1, le premier jet du projet 2, les corrections 1, les corrections 2, enfin qui alterne un petit peu entre les premiers jets et les corrections. Est-ce que ça t'aide toi aussi peut-être à gérer ta motivation à écrire, d'alterner? Oui et non. Alors, quand j'écrivais Les Fleurs et du 27e en parallèle, ça me motivait, mais c'était des plaisirs complémentaires, on va dire. Par contre, alors justement, ce que tu décrivais, je l'ai vécu avec Persona, donc le livre qui va sortir chez Hachette, là, parce que pareil, j'ai dû faire les révisions du premier et les corrections du premier en même temps que j'écrivais le deuxième. Je l'ai pas très bien vécu. Dans le sens où je vois les révisions et les corrections vraiment plus comme une corvée, alors que là où je prends vraiment le plus de plaisir, c'est sur le premier jet, d'écrire, voilà, de lâcher le flow et de voir ce qu'il en sort. Donc, alors, j'ai de la chance, heureusement, d'avoir des premiers jets qui sont très propres, parce que sinon, je le vivrais encore pire. Mais j'ai pas eu ce même plaisir à me dire, ah ouais, on va faire un petit peu de correction, un petit peu d'écriture, etc. Là, il y avait une deadline, c'était des conditions professionnelles, donc bah pas le choix, ma cocotte, tu fonces, tu fais tes corrections, et après, hop, tu fais ton écriture, etc. Ça m'inspire une petite question que je pose assez régulièrement, mais qui je trouve là résonne particulièrement bien, parce que du coup ton évolution a été vraiment énorme, et en même temps par un peu palier, je trouve, entre l'écriture en ligne, l'édition indépendante et l'édition en maison d'édition. Alors, on va dire, si la Yelena, 15 ans, s'apprêtait à publier pour la première fois son article de blog avec le cœur qui bat très fort, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Bah c'est très bien, fonce, mais je sais pas si tu te rends compte de de tout ce que ça va amener. Ça va amener du très bien, hein, mais voilà. Bon, écoute, cocotte, fais-toi confiance, très bien. Ça fait un peu la personne qui voit son elle du passé faire pas la plus grosse connerie, mais se dire, c'est là où tout a commencé. C'est le gif de Théoden du Gondor. It's all begin. C'est assez drôle parce que ça me fait penser à un mail que j'ai écrit il y a pas longtemps à un de mes coachés où je parlais justement de l'écriture et je disais que c'est un petit peu comme un arbre, c'est-à-dire qu'au début un roman c'est juste une petite graine, une idée, puis petit à petit il se développe et à la fin il nous dépasse, il est énorme, il y a de la vie dedans, il y a des choses qui vivent leur propre vie et c'est vrai qu'on n'a pas forcément conscience sur le moment de toutes les répercussions que ça va avoir, que ce soit le livre en lui-même qui va grossir, mais aussi l'impact que ça va avoir sur notre vie, et c'est vrai que toi l'impact a été particulièrement énorme. Ah bah c'est sûr qu'aujourd'hui ma vie ne serait pas la même si je n'avais pas l'écriture. Alors déjà je ne serais même pas en couple à l'heure actuelle parce que j'ai rencontré
mon fiancé, on écrivait tous les deux des fanfictions Harry Potter, donc au final, on s'est rencontrés grâce à ça. Et puis, même, j'aurais pas forcément pris le même chemin d'études parce que j'ai fait le choix de faire des études qui demandaient moins de temps que les études de médecine que je visais originellement, sauf que ma mère m'expliquait que c'était important que je fasse la part des choses et que je me garde du temps pour l'écriture parce que c'était important pour moi. Donc j'ai décidé d'être moins exigeante au niveau des études. Ça m'oblige à prendre du temps pour moi le soir aussi, de me poser, d'avoir des routines. Ce qui fait que là, en ce moment, justement, quand j'ai absolument pas le temps d'écrire, je suis extrêmement sur les nerfs. Donc, mine de rien, ça a aussi beaucoup de conséquences parce que ça fait vraiment partie de la routine. Est-ce que, pour finir un peu cet épisode riche en enseignement, j'ai envie de dire, et aussi en coulisses de l'écriture de ton côté, est-ce que tu pourrais nous parler de tes futurs projets, s'il y a? Bah déjà, il faut que je continue Persona. Donc là, j'ai donc le tome 1 sort en mars, le tome 2 sort en septembre. Il est déjà bouclé, tout est fini. Normalement, et on l'espère, tout dépendra du succès du premier. Le tome 3 sortira, voilà, ça sera pour conclure la trilogie. Et en fonction, je me laisse un petit peu, voilà, guider en fonction des envies. J'ai beaucoup de projets en attente qui sont dans ma tête, notamment un qui serait du solarpunk, mais plus en fait, il est inclassable, c'est une histoire un peu inclassable, mais qui se rapproche un petit peu plus. Ah non, c'est trop compliqué à expliquer. Mais en gros, c'est de la science-fiction sociale. On va dire ça comme ça. De la science-fiction, de l'anticipation, et sans le côté hyper technologique. Au contraire, ça va être plus un retour à la nature, mais en utilisant de la technologie d'une bonne manière, etc. Et des questions sociales et engagées qui rentrent en ligne de compte. Voilà. Donc, rien à voir avec ce que j'ai fait en fantasy, mais qui garde toujours le côté imaginaire qui me tient à cœur. Parce que c'est vrai que dans mes lectures habituelles, j'ai beaucoup de mal à me détacher des gens de l'imaginaire. Eh bien, merci beaucoup en tout cas, Yelena. On se donne rendez-vous du coup le 15 mars pour découvrir Persona en librairie. Oui, Un petit mot de la fin? Foncez, vous avez rien à perdre. Bon, à part de très longues heures et de beaucoup de litres de thé, mais selon vos choix de boissons, évidemment. Mais voilà, ça n'apporte, je trouve, que du bonheur et des expériences qui font grandir. Bah, merci Yelena et je valide totalement ce petit mot de la fin. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je te propose de rejoindre la communauté J'écris un roman sur Discord. Tu trouveras le lien dans les notes du podcast pour rencontrer des collègues écrivains, recevoir des avis sur tes extraits ou encore participer aux sessions d'écriture collective toutes les semaines. À bientôt au Café des auteurs.